plonger. Erano tutte balle, tutte balle. Che fai adesso? Che ti prende? Je connais la critique que Jacques Rivette a faite dans les cahiers du cinéma au sujet de Capot, en parlant d'abjection, dans un style qui me paraît plus en rapport avec la guerre froide et la violence des discussions de l'époque qu'avec le film lui-même. Parler de complaisance dans la représentation de la mort qui finirait par interdire le travail de l'imaginaire et donc banaliser en la rendant ordinaire. Ben oui, c'est un cadavre sur un bout de fil barbelé. Ça n'est pas en rapport avec l'immensité et l'infini de l'horreur subie par les détenus dans les camps de concentration. Donc ce caractère incommensurable entre l'image complaisamment filmée et puis la réalité terrifiante et au-delà de toute représentation, c'est un discours qui est installé, c'est une démarche, c'est un courant intellectuel qui s'exprime depuis bien longtemps et dont Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, est sans doute la figure contemporaine la plus marquante. Moi, je respecte l'opinion de ceux qui pensent que on ne peut pas représenter cette souffrance, mais je ne suis pas sensible au caractère religieux de certains de ces énoncés. Oui, on ne peut, effectivement, il est impossible de représenter cette souffrance. Mais je n'en tire pas un interdit de la représentation. De nombreux films, la liste Schindler, de Spielberg, La vie est belle, de Benigni, ce sont, au cours de ces dernières années, ont voulu montrer la vie à Auschwitz. Là, il s'agissait carrément du camp qui symbolise à lui tout seul l'univers concentrationnaire. Ils ont montré quelque chose de ce monde. Ils l'ont montré avec leur sensibilité, leur façon de faire. Mais ce quelque chose qu'ils ont montré n'est pas la chose, parce que ça n'est que leur regard, et c'est vrai pour tout. Si vous allez faire un reportage au Darfour, si vous allez faire un film sur la guerre au Soudan et les déportations et la mort dans cette région du monde, vous n'en rapporterez qu'une partie limitée et sans doute en raison de l'éloignement, de l'exotisme, des représentations, des images toutes faites qu'on a en tête. Sans doute croira-t-on, au vu de ces images, avoir une idée à peu près objectivée de ce qui se passe là-bas, mais cette impression sera trompeuse. Ça n'est qu'un pan de cette réalité. Je crois que l'une des faiblesses de ce discours, outre son caractère excessivement religieux, à mon sens, c'est de considérer chaque œuvre, chaque production de l'esprit sur ces questions-là comme unique, c'est-à-dire isolée de tout l'ensemble de productions qui traitent de ces situations extrêmes. Alors l'univers concentrationnaire nazi, certes, mais d'autres univers concentrationnaires staliniens ou d'autres moments de l'horreur des atrocités que commettent les hommes. Tout cela, nous l'avons
du fait de la télévision, de l'actualité, des journaux, des discours. Nous l'avons à l'esprit et il me semble que cela travaille lorsque nous voyons, surtout aujourd'hui, avec presque 50 ans de distance, lorsque nous voyons un film pareil. Ce qui me frappe, par rapport à cette controverse précisément, c'est l'existence d'un film sur lequel les éloges, y compris les miens, abondent. Film culte, film d'inauguration, qui est Nuit et brouillard. Alors même que dans ce film, le statut des images est totalement embrouillé. On sait que Alain Resnais a tourné des images qu'il a délibérément endommagées pour leur donner un statut d'archive, c'est-à-dire d'images retrouvées, débusquées, alors que c'était lui qui les avait trouvées, qui avait choisi le plan, le cadrage, le montage. Il en fait des images d'archives. Il y a des plans de fiction, c'est-à-dire un des premiers films tournés, un film polonais dont le titre m'échappe, tourné en 1947, et mettant en scène un camp de femmes, justement, et ces images sont dans Nuit et brouillard et font partie du film comme si c'était des images d'archives, alors que ce sont des images de fiction. À aucun moment on est informé de l'origine, du statut de ces images. Et même les images d'archives, elles-mêmes, lorsqu'elles sont utilisées, n'ont pas de statut clair. Par exemple, j'ai vu, en faisant avec Eyal Sivan le film sur Eichmann, à partir des archives de son procès, j'ai vu les images que le procureur avait projetées pendant le procès Eichmann, images qui avaient été projetées à Nuremberg, et qui avaient servi pour le film Nuit et brouillard. On y voit, par exemple, l'embarquement de Juifs raflés, c'est probablement à Compiègne, on ne sait pas très bien, et ils sont raflés, ils sont embarqués dans les wagons à bestiaux, et ils partent. Image tournée, à l'évidence, par un nazi. C'était nécessairement, en tout cas, un soldat allemand qui tournait ces images. L'endroit où il pose sa caméra, la façon dont il tourne, la liberté avec laquelle... Bon, c'est un nazi. À d'autres moments, on voit des images de la fin des camps, visiblement tournées par les Alliés. Mais on ne sait jamais, lorsque Resnais nous propose ces images dans le montage de Nuit et brouillard, on ne sait jamais d'où elles viennent. Et d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a retenu, ce qu'il a laissé, comme dans tout montage. Par exemple, dans Nuit et brouillard, un plan montrant un bras avec un brassard de la Croix-Rouge aidant une vieille dame à monter dans le wagon à bestiaux, c'est-à-dire l'assistance offerte par la Croix-Rouge française à l'organisation harmonieuse de la déportation, ce plan-là a été coupé. On l'a vu au cours du procès Eichmann, mais il avait été coupé dans Nuit et brouillard. Nuit et brouillard est un objet d'époque, et on comprend, même si on désapprouve, on comprend les contraintes qui s'y appliquaient. Ce film n'a jamais été critiqué, et d'ailleurs ce que j'en dis n'est pas une critique. Ce film est une méditation métaphysique sur l'univers concentrationnaire, son commentaire est un poème, le fameux poème de Kérol, et je n'ai aucun jugement à porter dessus. Je veux juste mettre en évidence la différence de traitement qui a été réservée aux uns et aux autres.
à Nuit et brouillard les éloges, le statut de film de référence, et aux autres, pour des raisons que j'ignore, un statut beaucoup plus brouillé, beaucoup plus distant, beaucoup plus méfiant, où finalement on est mis en examen. On est sous le regard scrutateur, vigilant de maîtres en morale qui appliquent des jugements sur le film de Ponté-Porvot qui semblent oubliés ou mis entre parenthèses sur Nuit et brouillard. Je trouve que c'est injuste. Enfin, en tout cas, que ça manque beaucoup de rigueur intellectuelle et que si une règle s'applique, elle ne peut pas s'appliquer simplement de façon ad hoc à un seul film. Elle existe en tant que règle et doit être donc mise en œuvre pour toute la production cinématographique. Or, visiblement, ce n'est pas le cas. Et donc, il y a quelque chose comme une variable cachée. Il y a une raison autre que celle qui est dite pour condamner avec tant de sévérité un film qui méritait, je crois, pas ça.